bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Et oui, j'avais dit que j'arrêtais, mais j'ai lu un livre qui m'a fait changer d'avis car j'avais trop envie de vous le chroniquer en update lecture. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui, un update lecture sur les dernières lectures que j'ai réalisées. Vous avez pu voir quasiment pour la totalité déjà en vlog, mais c'est pas grave puisque je sais qu'il y a moins de personnes qui regardent mes vlogs et ces livres méritaient quand même que j'en parle de manière un petit peu plus condensée dans un format update lecture. Du coup on va commencer tout de suite. Le premier que j'attrape c'est Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, publié au Livre des Poches. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années puisque j'ai un petit peu de retard dans Grimaldi. J'en lis un par an et je crois que là en version poche il y en a déjà 2 qui sont disponibles. Ouais, j'ai un petit peu de retard mais au moins comme ça, si un jour j'ai envie d'en lire 2 dans la même année, ça ira. C'est un petit peu mon petit plaisir de l'été, j'aime bien parce que c'est pas un genre que j'ai envie de lire toute l'année, mais de temps en temps, et surtout l'été, je trouve que ça fait beaucoup de bien au moral. C'est un roman qui va traiter notamment des thèmes de la maternité, et c'est à la fois beau, mais c'est aussi à la fois ce qui va faire ce que je l'ai moins aimé que les autres que j'ai pu lire de l'autrice, tout simplement parce que je ne suis pas maman. Donc il y a des choses qui ne me touchent pas autant que certaines choses qui ont pu être traitées dans les autres romans, comme l'amour, comme la relation familiale, voilà. Et là on est vraiment très centré sur la relation mère-enfant, mais surtout du point de vue de la mère. Et du coup, bien que, attention hein, j'ai beaucoup aimé ce roman, je pense que j'ai pas eu les expériences de vie pour l'apprécier vraiment à 100%, et je n'ai que l'expérience de fille en fait et pas de mère, et du coup je pense que si je l'avais lu quelques années plus tard où j'aurais été moi-même maman, je l'aurais vécu différemment. C'est en fait 2 histoires en quinconce qui vont parler d'une maman qui a, je dirais, la cinquantaine et qui voit son dernier enfant partir de la maison et qui se retrouve un petit peu seule et qui a beaucoup de mal à laisser ses enfants partir. Alors elle les laisse partir hein, mais émotionnellement elle est vraiment pas bien, et du coup on va suivre en fait la relation de cette maman avec son entourage pour essayer en fait de se retrouver à un but dans la vie parce qu'elle a beaucoup misé sur ses enfants. Et en même temps on va suivre une toute jeune maman qui vient de donner naissance à un bébé prématuré et qui est rongée par l'angoisse matin, midi, soir, parce que voilà, un bébé prématuré, il y a des chances qu'il survive pas, et du coup voilà, elle est vraiment c'est sa vie entière. Et en fait je pense que le thème commun c'est plus que la maternité, c'est le stress d'être maman, le stress, l'angoisse qu'on a pour ces enfants qui survivent ou alors juste qui soient bien dans leur nouvel environnement, qui soient pas en danger, et c'est un stress permanent qui ne s'arrête jamais. Et ça ma maman me l'avait déjà dit. D'ailleurs je me moque souvent un petit peu d'elle, gentiment, hein, quand elle me dit qu'elle fait des cauchemars sur moi, mais je sais que c'est quelque chose de réel et que l'angoisse d'une mère par rapport à ses enfants et en fait ne s'arrête jamais. Et là on a vraiment une vraie palette de tout ce qu'une mère peut ressentir par rapport à l'angoisse envers ses enfants, et c'était très beau, c'était très chouette. Je me suis moi-même dit que parfois j'aurais pu répondre un peu plus à ma maman par texto, parce que en fait ce qu'elle faisait c'était juste essayer de ménager ses peurs et ses angoisses, et moi je ne répondais pas parce que j'avais la flemme ou j'avais autre chose, alors que j'aurais juste pu répondre et puis ça l'aurait rassurée. Voilà, mais on est tous pareils quand on a cet âge-là, on a la flemme, on est là genre oh lâche-moi. Et c'est vrai que ça m'a fait repenser un petit peu à la façon dont jeunes on se comporte avec nos parents. Quoi qu'il en soit, c'était une très bonne lecture, c'était très agréable, je l'ai bouffé, mais je pense juste que je n'avais pas les expériences de vie pour l'apprécier à sa juste valeur. Être mère c'est quelque chose de particulier et je pense que tant qu'on l'est pas on peut pas comprendre toutes les émotions, et du coup voilà. Ensuite j'ai lu Elantris de Brandon Sanderson. D'ailleurs celui-là et celui d'avant je les ai lus dans le vlog que je vous mets juste ici, qui était mon premier vlog estival. C'est une belle brique de 1000 pages et j'avais déjà lu de Brandon Sanderson Fils des brumes, et vu que Juliette fait un read-along qui va durer sur 2 ans et demi je crois sur toutes les œuvres du Cosmere, et je me suis dit que c'était le moment de le lire, même s'ils l'ont lu en juin. Je suis en retard mais c'est pas grave, on est en août. En fait je crois que c'est juillet, août, septembre, ils lisent la trilogie Mistborn que j'ai déjà lu, donc je me suis dit que j'avais un petit peu de temps pour le lire. Voilà, tranquille. Et je l'ai lu, alors je l'ai lu en pas très longtemps parce que j'ai profité de pas mal de reading sprints pour le dégommer, mais ce que j'en aurais à dire, déjà je vais vous donner le résumé, ce serait peut-être pas mal. En fait on va suivre une cité qui s'appelle Elantris, qui il y a 10 ans était un petit peu une cité royale, une cité des dieux. Voilà, les gens étaient touchés par une espèce de lumière qui les rendait demi-dieux, et c'était vraiment une cité genre
envié et puis acclamé, et un jour en fait la lumière s'est transformée en mal et du coup ils ont parqué toutes les personnes qui avaient ce mal dans la cité des Lantris, et maintenant c'est une ville un peu maudite où en fait les personnes sont à moitié mortes mais elles vivent toujours, et en fait elles ont ce système où quand elles vont être blessées, elles ne vont pas pouvoir guérir, mais elles ne vont pas mourir non plus. C'est impossible de mourir, mais par contre elles ne peuvent pas guérir. Ce qui fait qu'en fait les gens sont à moitié morts parce qu'au bout d'un moment la douleur les rend fous tout simplement. Et ils se retrouvent limite allongés à faire voilà, et du coup, désolée pour cette imitation vraiment très très naze, mais vous avez compris l'idée, et déjà je trouve ça super intelligent de se dire que quelqu'un qui ne peut pas guérir, en fait au bout d'un moment devient complètement fou, parce que déjà vous, quand vous avez mal au dos par exemple, ou mal à une dent, ou mal à la tête, et que ça dure, vous devenez irritable au possible, mais alors imaginez une douleur vive qui ne s'arrête jamais, il y a de quoi devenir complètement taré en fait. Et déjà ça je trouve ça super chouette. Et en fait on va suivre le prince héritier Raoden qui se lève un jour et qui est atteint du mal, donc il va être parqué, sauf que c'est le jour où sa fiancée, qu'il n'avait jamais vue en vrai. Avant en fait Maki il a déjà envoyé plusieurs lettres, fait un long voyage pour en fait se marier avec lui, et le jour où elle arrive il est parqué, on lui dit qu'il est mort, et du coup elle se retrouve hello, sachant que dans la clause il y a quelque chose qui dit qu'en gros si jamais quelqu'un meurt avant le mariage est quand même considéré comme acté, et du coup elle se retrouve princesse d'un royaume qu'elle ne connaît pas, elle est toute seule, et puis elle va s'intéresser un petit peu à Elantris, elle trouve ça bizarre, donc elle va commencer à mener un petit peu son enquête, et en gros voilà le pitch de base. C'est une histoire qui est très intéressante. Pour les points positifs, je dirais que Brandon Sanderson, c'est son premier livre, mais on sent déjà ses thèmes favoris, que ce soit la spiritualité, que ce soit la quête d'héroïsme, que ce soit le courage, que ce soit les femmes fortes, et aussi les mondes assez décrits, assez fournis, avec des systèmes de magie qui reposent sur une certaine logique et qui sont pas dans tous les sens. Voilà, ce sont des choses très logiques, presque scientifiques. Et ça c'était vraiment chouette, hein. Franchement je trouve que ce mec a une imagination, et en même temps il a le souci du détail pour que tout prenne sens et qu'on puisse pas dire ah ouais mais ça fait pas sens par rapport à ça. C'est pas possible. Voilà, il y a des choses qui sont très cartésiennes en fait dans son esprit, et ça rend le tout vraiment plaisant à lire. J'aime beaucoup les personnages qu'il crée. Il arrive à faire des femmes fortes, mais pas agaçantes, mais des femmes très intéressantes, ce qui est assez rare dans les romans d'hommes, soyons honnêtes, surtout en fantasy adulte. Mais lui il arrive à vraiment faire des personnages de femmes qui ont vraiment une consistance et un vrai caractère, sans être non plus tombé dans l'agacement. Mais j'aime beaucoup sa façon de décrire les personnages, de décrire le monde. C'est vraiment un début à ce qui va offrir de mieux, mais bon c'est le premier roman. Moi personnellement j'ai été un petit peu moins embarquée par ce roman parce que j'ai trouvé qu'il y avait un réel problème de rythme. Je vous explique. Le roman fait 1000 pages et malheureusement il se passe quasiment tout dans les 200 dernières pages. Et oui d'accord, c'est normal, c'est un roman de fantasy adulte, c'est lent, j'en lis pas mal, je sais de quoi je parle. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment tout d'un coup la dégringolade, genre bom 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 bom, il se passe plein de trucs, et du coup ça m'a un peu... Enfin, j'ai trouvé ça trop oppressant limite d'un coup par rapport à un rythme très lent du début. Alors je pense que si c'était resté comme ça m'aurait moins dérangé, mais là du coup j'ai vraiment fait une comparaison entre les deux et j'ai trouvé que ça n'avait pas été ultra bien réalisé, alors que dans Fils des Brumes par exemple il arrive quand même à instaurer un certain rythme au début pour que à la fin, quand il y a la bataille entre guillemets, enfin ce qu'on peut qualifier comme bataille, c'est pas forcément une bataille mais l'enjeu de fin on va dire, et que ça fasse pas bizarre parce qu'il y a plein de choses qui sont passées avant, alors que là j'ai trouvé que ça avait été un petit peu maladroitement fait. Après c'est un bon récit de fantasy, mais par exemple je le conseillerais pas aux personnes qui ont jamais lu de fantasy adulte avant, clairement pas. Il y a des choses plus faciles à lire avant, mais c'était quand même chouette de découvrir son tout premier roman. Pas mon préféré, ce sera pas dans mes tops, mais c'était quand même une chouette lecture. Ensuite j'ai terminé le tome 4 de Keleana. D'ailleurs un grand merci à Camille, je ne l'ai pas encore dit je crois, qui m'a offert ces romans pour mon anniversaire. Alors oui je l'ai dit dans ma vidéo de cadeau d'anniversaire, mais je crois que je l'ai pas dit en vlog tout simplement. Donc, merci ma Camille, j'ai lu ça avec Mélanie de The Book of Mélanie et
franchement c'était trop chouette. Il faut savoir que Kéliana tome 1, tome 2, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très bon, j'ai failli abandonner. Heureusement je le lis en lecture commune avec Mélanie et heureusement qu'il y a une raison, je peux pas vous citer, qui fait que j'ai vraiment envie de lire cette saga. Le premier et le deuxième tome c'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de Sarah J. Maas. Alors attention, ici il n'y a pas de scène explicite, pas jusqu'au tome 4 du moins, après je sais pas, donc je parle pas vraiment des scènes amoureuses entre guillemets, hein, vous voyez de quoi je veux parler, mais plutôt la construction du monde, des personnages et de l'intrigue, la façon de d'ouvrir son monde, de narrer ses problématiques, des phrases que certains personnages peuvent sortir l'un à l'autre. Voilà, je parle vraiment plutôt de ça et je trouve que depuis le tome 3 on retrouve vraiment la patte Sarah J. Maas. Le tome 1 et 2 c'est vraiment du, vous voyez, très oubliable et très commun. Là on est vraiment plus sur ce que j'aime dans la plume de Sarah J. Maas, qui n'est pas mon autrice préférée mais que j'apprécie quand même. Et donc Kéliana à la base c'est l'histoire d'une assassineuse qui va venir faire un tournoi auprès du roi pour essayer de devenir son assassin personnel, mais il se passe tellement de choses depuis que ce résumé est vraiment désuet à mon sens, mais bon, faut pas non plus que je vous spoil tout. Donc voilà, mais après je trouve que les enjeux commencent vraiment à partir du tome 3, déjà puisque il y a un enjeu vraiment primordial qui n'est révélé qu'à la fin du tome 2 et donc du coup là ça ouvre vraiment les politiques, ça ouvre vraiment les problématiques, ça ouvre vraiment le monde. Voilà, les tomes 1 et 2 je trouve qu'ils ne servent à pas grand chose, mais c'est mon avis personnel. C'était vraiment très très chouette, c'était un petit peu lent au début mais c'est pas grave, et puis surtout cette fin quoi, il y a eu tellement de choses que j'ai pas vu venir, tellement de choses vraiment chouettes. Il y avait des personnages que j'ai aimés de plus en plus, d'autres que j'ai réappris à aimer, et puis plein de nouvelles choses qui viennent se greffer et qui annoncent une suite de saga juste phénoménale. Vraiment je suis très contente de m'être forcée un petit peu et de m'être ambiancée avec Mélanie pour lire cette saga parce que vraiment ça vaut le coup en fait, ça vaut vraiment le coup et ça aurait été dommage que je m'arrête et que je découvre pas tout cet univers parce que je commence à vraiment adorer les personnages et le monde et du coup je ne peux que vous conseiller de continuer cette saga si vous n'avez pas aimé le tome 1 et le tome 2 parce que vraiment le tome 3 à partir de là ça n'a rien à voir. Une lecture que par contre je n'ai pas aimée, Chasseur de flammes d'Afsa Faisal, publié chez De Saxus, vraiment... Que dire, super déçue de cette lecture, vraiment très déçue. Je n'ai pas du tout accroché, que ce soit au personnage, que ce soit à l'intrigue, que ce soit à la façon de narrer l'histoire, puisqu'on passe 300 pages à essayer d'aller sur une île qui est à 2 km et puis 20 pages à trouver quelque chose. Voilà, j'exagère, franchement j'exagère, mais c'est mon avis. Les personnages principaux pour moi ne m'ont fait, mais alors ni chaud ni froid, je l'ai trouvé vraiment très inaccessible et puis j'ai pas du tout compris leur romance parce que pour moi il n'y avait pas de petites choses qui pouvaient que la flamme pouvait arriver. C'était vraiment sorti nulle part et du coup j'ai pas du tout accroché. Les seuls personnages que j'ai potentiellement pas trop détestés sont des personnages secondaires, c'est vous dire. Donc vraiment super déçue. Je me rends compte que du coup j'ai oublié d'aller le revendre celui-là. Donc je pense qu'il va me suivre. Je pense pas que j'aurai le temps de retourner chez Gilbert Joseph avant de partir. Ouais, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas le but de bâcher un livre, mais sachez que ça ne l'a pas fait pour moi. Ah, une autre lecture que j'ai adorée, il s'agit de ma lecture chauvine, donc lecture commune qui parle de Lyon, avec Marie de la chaîne Mirazonchi. Il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, publiée chez les éditions Hurlevent, qui est une sorte de thriller un petit peu, enfin plutôt un mystère, mais qui se passe en été, en 1954 à Lyon. Et on va suivre une famille très riche qui d'apparence paraît avoir tout ce qu'elle veut dans la vie, mais en fait les relations entre personnages, entre membres de la famille sont complètement pourries et nazes et dégradées et vraiment c'est du poison en fait. Et on va apprendre dès la première page que quelqu'un est mort au cours d'une grosse soirée qu'ils ont menée, puisqu'il y a énormément de soirées qui sont réalisées par cette famille riche, et toute l'idée c'est de savoir qui est mort, par qui, comment et pourquoi. Voilà, donc ça c'était vraiment trop chouette. Et que vous dire, alors déjà j'ai trouvé que la description de ma ville était merveilleusement réalisée, on s'y croit vraiment, et avec Marie on s'envoyait plein de messages pour dire je connais cet endroit, surtout
surtout moi. Mais c'était juste tellement plaisant que cette ville soit si bien représentée avec toutes les spécificités qui sont justement lyonnaises, mais aussi par rapport à la période historique. Et ça, j'ai trouvé ça trop chouette. Ensuite, au niveau de l'ambiance, Juliette Gallieni arrive à instaurer une vraie ambiance orageuse à l'image de l'été lyonnais où on sent qu'il y a des tensions qui montent, c'est étouffant, c'est moite et en fait à la fois c'est un peu sensuel parce que c'est l'été et puis il y a un moment, il y a un truc où ça craque, l'orage craque et puis bam, il se passe plein de choses et tous les secrets sont dévoilés et il y a une intrigue, bref, c'était vraiment trop chouette. Je ne peux que vous conseiller de découvrir cet ouvrage si vous ne l'avez pas découvert et que vous aimez le genre de publication que propose la maison d'édition Hurlevent tout simplement. Vraiment trop chouette, les personnages sont travaillés, ils sont beaux, ils sont intéressants, on a envie de les suivre, on les déteste, on les aime, il y a plein d'émotions dans ce roman et puis surtout on n'a qu'une envie, c'est tourner les pages pour savoir où ça va, pour continuer de savoir ce qui se passe. Et c'était mais trop chouette, vraiment c'était une super lecture, une de mes meilleures lectures du mois et je peux que vous la recommander. Et enfin, le livre qui m'a inspiré ces vidéos face cam alors que je suis déjà bien occupée dans mon déménagement. Last Violent Cause de Chloé Gong avec le dessous absolument sublimissime et la tranche. Il s'agit d'une novella, enfin d'un bind-up de 2 novellas, face dans l'univers de Secret Shanghai qui est la série de Ses plaisirs violents. Donc moi j'ai lu en anglais Ses plaisirs violents, la suite donc en anglais c'est Our Violent Ends et j'ai lu Full Lady Fortune qui est le tome 3. Au début on pensait que c'était 2 duologies mais en fait non, c'est une série en entier. Et donc Last Violent Call c'est un bind-up de novella qui est à noter comme un 3.5. Attention, c'est très important, il faut absolument le lire avant le tome 4. Vraiment, c'est obligatoire. L'histoire de This Violent Delights à la base, c'est l'histoire de Roméo et Juliette retranscrit dans le Shanghai des années 20 avec sous fond de guerre de gang, de mafia, de communisme, de nationalistes. Il y a aussi un mystérieux mal qui va se propager avec des personnes qui deviennent folles, qui se prennent leur propre vie et il va y avoir toute une intrigue un petit peu fantastique. C'est pas tant de la fantaisie, c'est plus du fantastique. Il y a un élément qui fait qu'on n'est pas que dans l'historique, mais il y a quand même, voilà, beaucoup quand même d'historique, sachez-le. Mais c'est une histoire d'amour absolument phénoménale, c'est même plein d'histoires d'amour absolument phénoménales. Et là, on est sur un bind-up donc de 2 novellas qui suivent 2 duos de personnages, mais je vous dirai pas qui, car sinon ça peut vous spoiler les intrigues. Et on va suivre en fait ces 2 duos, et c'était tellement bien parce que c'est vraiment rare, mais j'aime énormément les personnages. Genre j'y tiens, mais vraiment, je glousse, je ris, j'envoie des vocaux à Caro avec qui je lis cette saga en fait tout simplement. On les aime trop et la plume de Chloé Gong en VO en tout cas, parce que j'ai pas testé la traduction française, elle est juste magnifique, elle est magnifique et elle nous fait faire plein d'émotions. Pourtant vous le savez, hein, moi la romance c'est pas forcément ce que je préfère, mais là c'est tellement bien fait et puis le monde est super cohérent, le rythme est parfait franchement, et puis vous avez plein de choses qui sont développées dans les tomes précédents qui vont avoir un impact sur la santé mentale des personnes dans les futurs tomes, et ça c'est chouette parce qu'il y a tellement de logique et en même temps c'est féerique, et puis vous avez des personnages qui sont construits sur des tropes qui sont quand même assez classiques mais qui sont tellement originaux et qui sont uniques et on les aime trop, voilà, on les aime trop. Et sachez-le, en plus la 2e novella est un hommage clairement au crime de l'Orient Express. Ça ne reprend pas la même fin mais c'est un bel hommage et j'ai adoré avoir cet hommage alors que je viens tout juste de voir le film en plus, donc j'avais vraiment toutes les références et c'était vraiment chouette. Que dire de plus? C'est une saga absolument incroyable et si vous ne l'avez pas encore lu, lancez-vous, le 1er tome est dispo en français, vous n'avez plus d'excuses. Vraiment, c'est une saga que j'aime de tout mon cœur. Bref, c'est la fin de cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit cœur pour Roméo et Juliette, voilà, parce que j'aime vraiment trop cette saga. Et puis je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, un petit pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez, surtout en ce moment, voilà, j'ai plein de choses à faire et ça me fait du bien de voir qu'il y a toujours des personnes qui sont là, même si l'été c'est un peu compliqué pour le créateur de contenu, on va pas se mentir. Merci vraiment beaucoup de vos commentaires, de votre soutien, de vos petits mots, ça m'aide beaucoup au quotidien. Et puis écoutez, en attendant la prochaine vidéo qui sera un vlog du coup dimanche, comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.